Bonjour et bienvenue sur AirPayment, la chronique de l'association du paiement qui revient avec un tout nouveau format. Nous sommes en direct des studios des locaux de Galit, du groupe Soprasteria, et aujourd'hui nous embarquons pour un voyage captivant au cœur du paiement et de l'inclusion numérique. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que chaque émission d'AirPayment est un voyage structuré en plusieurs étapes, reflétant ainsi notre engagement à explorer en profondeur tous les angles de notre thème du jour. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour une immersion complète dans les enjeux du paiement et de l'inclusion numérique avec notre riche panel de questions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Andrea Toussino de Partelia Consulting pour explorer ensemble les défis et les avancées dans ce domaine crucial. C'est parti pour l'onboarding. Bonjour Andrea. Bonjour Sophia. C'est un plaisir de te recevoir au sein de l'Association du paiement. Merci. Eh bien, pour commencer en douceur, permets-moi de te demander qui es-tu dans l'univers des paiements? Eh bien, de façon très succincte, pour utiliser un mot-clé, je dirais que je suis une passionnée de l'univers des paiements. Donc, j'ai aujourd'hui un peu plus de 15 ans d'expérience dans cet écosystème et j'ai eu, comme on dit, plusieurs vies, puisque j'ai démarré dans ce marché d'abord en tant que journaliste. Donc, je suis restée 10 ans dans le domaine de la presse spécialisée, banque et moyens de paiement. Donc, d'abord simple journaliste et puis ensuite j'ai gravi tous les échelons jusqu'au statut de directrice des rédactions. Et depuis 2017, dans l'univers du conseil, avec toujours une fonction très analytique, puisque je suis depuis janvier 2019 directrice études, prospectives et formation au sein du cabinet Partelia Consulting. Et comme tu le sais, Sophia, ça s'ajoute à d'autres fonctions, notamment associatives, via l'European Women Payments Oui, Network, que je représente en France, et également les associations FinTech de péninsule ibérique, donc AIFI Espagne et AFIP Portugal. merci Andrea pour se briser la glace. Mais tu sais que je suis très curieuse et j'aimerais savoir quel est ton moyen de paiement préféré et pourquoi? Bah, merci Sophia, c'est une question très intéressante. Je t'avoue que c'est la première fois qu'on me la pose et pour te répondre très simplement, en tant que consommatrice, mon moyen de paiement préféré à ce jour, c'est la carte de paiement. Je trouve que c'est vraiment un moyen de paiement qui a fait ses preuves, qui est très pratique, que ce soit sur les transactions en ligne ou les transactions de proximité et c'est un moyen de paiement qui est, considérablement sécurisé, hein, on peut le dire aujourd'hui et très efficient. Alors, comme on parle de la thématique de l'inclusion numérique, peut-être as-tu une anecdote à nous partager dans ta partie proche, famille ou professionnelle, en tout cas une histoire qui nous parlerait de cette notion d'inclusion numérique dans les paiements? Bah, au regard de, mes différentes fonctions et de mes relations avec différents États européens, comme tu l'imagines, Sophia, j'ai pu être confrontée à différents cas, d'exclusion numérique, dans mon entourage, aussi bien professionnel que personnel. Mais s'il y a une anecdote à partager, avec toi et avec les participants, qui est particulièrement, représentative du contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, je dirais que j'ai un ami, proche qui a une trentaine d'années, qui possède un iPhone, qui a un compte Netflix, donc qui est vraiment très aguerri aux usages digitaux et qui refuse de payer avec des instruments électroniques, y compris la carte, parce qu'il estime que payer avec un instrument électronique, c'est être tracé par les entités financières. Donc, la façon dont il procède est très simple. Il retire de l'argent à un DAB et il paye tout avec des espèces. Je trouve ça Extraordinaire. assez amusant. Oui, je veux bien te croire, Andrea. Alors, c'est parti maintenant pour la partie décollage. Maintenant que nous sommes prêts à décoller, explorons ensemble les premières questions qui lèvent le voile sur les défis actuels, justement des questions d'inclusion et donc de services financiers. Alors, l'inclusion numérique dans les paiements concerne-t-elle uniquement l'accès à un compte bancaire ou juste à des moyens de paiement? Est-ce que tu peux nous éclairer sur la question? Oui, bien sûr. Alors, c'est une très bonne question effectivement. Je trouve que, quand on parle d'inclusion, numérique, l'univers des paiements, on ne peut pas se limiter au sujet d'accès, puisqu'il y a aussi les aspects cognitifs, hein, qui doivent être pris en compte. Il faut aussi, prendre en considération, la nécessité pour, les consommateurs européens, d'avoir la connaissance sur les moyens de paiement et de pouvoir être en mesure, de choisir l'instrument le plus approprié au regard d'une transaction donnée et c'est d'ailleurs le fil conducteur de la Commission européenne dans les travaux qui sont actuellement entrepris en matière de pédagogie financière. Merci, c'est très clair et ça permet aussi d'apporter cette pédagogie Mmh, à cette chronique de l'association du paiement. tout Merci à beaucoup, fait. Andrea.
Alors une autre question plutôt orientée sur, les barrières technologiques. On le sait bien, qu'il y a des barrières et donc j'aimerais savoir quelles sont selon toi les principales barrières technologiques en Europe pour l'accès aux paiements numériques? Alors, oui, en termes de barrières, je pense qu'on est sur, un sujet assez foisonnant. Il y a différents types de barrières. Donc tout d'abord, il y a des barrières liées à l'accès internet et c'est un sujet qui a quand même, beaucoup progressé, en fait, en Europe parce que comme on peut le voir, la connexion internet a pas mal évolué. Mais il y a quand même certains pays qui restent confrontés à cette problématique, notamment dans le sud de l'Europe où, voilà, des personnes qui sont, positionnées dans des régions à faible connexion internet n'ont pas, les mêmes accès aux instruments électroniques. Après, il y a des barrières qui sont un peu plus liées à une verticale spécifique qui est d'ailleurs aujourd'hui adressée par l'écosystème des paiements, non seulement français, mais également européen. Ce sont les barrières qui sont liées à l'accessibilité. Donc, quand on parle d'accessibilité, on pense bien évidemment aux personnes souffrant de handicap. Donc, on peut voir qu'il y a des barrières technologiques pour, par exemple, les personnes qui sont en situation de handicap moteur, situation de malvoyance ou autre. Et l'écosystème a d'ailleurs œuvré en ce sens pour trouver des alternatives et des moyens de renforcer l'accès aux moyens de paiement pour ces personnes. Et j'aimerais ajouter à ce sujet des barrières technologiques, des barrières qui sont un peu plus liées à la partie économique, puisque quand on parle d'inclusion numérique, il faut aussi avoir en tête le volet précarité. Il y a des barrières technologiques qui sont liées au coût des nouvelles technologies pour certaines tranches de la population et donc notamment des personnes qui sont en forte difficulté financière, voire des personnes qui sont dans des segments un petit peu marginaux comme par exemple les SDF, Oui, ou les migrants et donc ces personnes-là ont, de vraies barrières, dans cet accès aux nouvelles technologies. tout à fait. Merci beaucoup Andrea. Une question me vient aussi sur les aspects d'éducation, financière. En quoi l'éducation financière est-elle cruciale pour favoriser justement cette notion d'inclusion numérique? Alors c'est une très bonne question Sophia, effectivement, l'éducation financière, c'est, un aspect, primordial, en fait, pour renforcer l'inclusion numérique, en Europe et en particulier en France. Alors déjà, il y a plusieurs, éléments, qui, expliquent cette situation. Donc déjà, dans un premier temps, on peut voir que, dans les pays qui sont plus matures, du point de vue des usages digitaux, on a un socle commun, d'éducation financière qui est entrepris dès le plus jeune âge dans les écoles. Je peux citer quelques exemples illustrant mes propos. C'est le cas aux Pays-Bas, au Luxembourg ou encore en Belgique où on a cette culture d'éducation financière qui est très ancrée dès le plus jeune âge. Et on a également un autre élément à prendre en compte, c'est un élément un peu plus historique ou sociétal dans des pays qui ont vécu une dictature, comme c'est le cas par exemple dans le sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal. Il y a également un enjeu d'éducation financière parce que les populations les plus âgées n'ont pas eu l'accès à l'éducation et par conséquent, c'est même compliqué pour elles de comprendre un relevé de compte. Donc nous, on s'en rend pas forcément compte en France parce que, on est quand même dans un niveau, assez équilibré en termes d'éducation financière, mais il y a de vraies problématiques dans certaines zones géographiques. Donc il y a un lien très étroit entre éducation financière et inclusion numérique et c'est d'ailleurs pris en compte par la Commission européenne puisque, si je me réfère notamment aux propos de notre commissaire européen, dédié aux services financiers, l'idée de la stratégie de la Commission européenne en matière de pédagogie financière, c'est aussi de permettre à tout Européen d'être en capacité d'avoir une bonne connaissance des moyens de paiement et de pouvoir ainsi choisir de façon éclairée le moyen de paiement le plus approprié selon une transaction donnée. Ça veut dire que cela nécessite aussi une grande communication et beaucoup et énormément de pédagogie Tout auprès à des fait. citoyens, européens. Oui, oui, comme on le verra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Merci. Partons maintenant dans les zones de turbulence. Oui, Nous entrons donc dans cette zone de turbulence et on a, effectivement juste avant parlé des défis, mais là les défis se font sentir. oui. Alors, j'aimerais savoir quels sont, d'après ton expérience, les réfractaires au numérique et quelles caractéristiques les définissent? Alors, très bonne question. Le sujet des réfractaires au numérique, c'est vraiment un sujet qui, est très intéressant quand on analyse la problématique de l'inclusion. Donc, déjà, quand on a une lecture européenne de la situation, on peut voir que, les segments, qui sont concernés par des problématiques d'exclusion, sont, en général les mêmes d'un pays à l'autre, hein. On a, les personnes âgées, les personnes souffrant de handicap, les populations précaires ou marginales et aussi, les jeunes non diplômés. Et après, il y a une spécificité, c'est les réfractaires au numérique
numérique qui ne sont pas forcément présents dans tous les États européens, mais qu'on retrouve en France notamment. Et en fait, comment on peut les définir? Eh bien, les réfractaires au numérique, c'est un petit peu ce que j'évoquais au début de notre entretien, Sophia, sur l'exemple de mon amie. En fait, ce sont des personnes qui sont utilisatrices d'instruments digitaux au quotidien, qui n'ont pas de problématique d'accès ou de moyens financiers à accéder aux outils numériques, mais simplement, ils refusent d'utiliser les instruments électroniques parce qu'ils ont peur d'être tracés. Il peut y avoir aussi d'autres craintes, des craintes liées à la sécurité ou alors des préoccupations environnementales. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et la particularité des réfractaires au numérique, c'est que déjà, c'est en quelque sorte les limites de l'exercice parce que ce sont des segments de population qu'on ne pourra pas de toute façon forcer à aller vers le digital. Donc, il faudra les adresser en effectuant une communication spécifique avec parcimonie, puisque ce sont des personnes qui sont en général assez défiantes à l'égard des nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment un segment qu'il faut étudier et travailler avec une forte attention. Et j'ajouterais à cela que beaucoup d'associations de consommateurs dans les différents travaux que j'ai pu réaliser sur l'inclusion numérique m'ont alerté sur le fait que c'est un noyau dur qui pourrait être amené à se développer au regard notamment du contexte de crise économique qui peut aussi contribuer à renforcer cette défiance à l'égard des instruments digitaux. Merci André. Alors, comme tu as parlé amener des personnes âgées, bon, j'ai un souvenir, moi j'ai ma voisine qui s'appelle Chantal, qui est Oui. adorable, très très gentille. Néanmoins, bah, dès qu'elle a un problème avec son smartphone ou avec sa carte ou avec ses relevés, donc elle vient me voir et elle me sollicite de l'aide. Alors justement, quels défis spécifiques de ton point de vue rencontrent-elles ces personnes âgées et quelles solutions pourraient être envisagées pour garantir leur accessibilité aux services numériques? Alors oui, les personnes âgées, c'est, la 1re le premier segment en fait de consommateurs, qui est identifié spontanément quand on pense, aux problématiques d'exclusion, numérique. Donc, déjà, il faut un petit peu recontextualiser. Donc pourquoi ces populations rencontrent des difficultés à l'égard, de l'usage, d'instruments digitaux? Eh bien, il faut rappeler que ce sont des populations en général qui ont passé la majeure partie de leur vie sans internet, qui ont travaillé aussi sans, les instruments digitaux et donc, ces populations peuvent être dépassées par les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de payer qu'on peut voir aujourd'hui se développer. Et donc, la façon de répondre aux prérogatives de ces populations-là, s'il y a un maître mot à mettre en exergue, c'est vraiment la pédagogie. Et on peut voir d'ailleurs que ce sujet est pris en compte par beaucoup d'entités financières dans divers États européens. Si je prends le cas de la France, on peut voir qu'il y a quand même des entités financières qui proposent des ateliers, qui accompagnent vraiment les personnes âgées dans cet équipement en matière d'usages digitaux. Il y a des entités, par exemple, comme Crédit Mutuel, la Banque Postale, qui ont vraiment beaucoup d'investissements dans l'accompagnement des populations qui sont naturellement exclues des usages digitaux. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut avoir avec attention. Et je terminerai mon propos sur ce sujet-là sur une forme de vigilance qu'il faut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est notamment pris en compte par l'acteur monétique portugais CIPS sur le sujet du Portugal, c'est que cet acteur-là indique que finalement, il ne faut pas se concentrer forcément sur les personnes âgées en tant que telles, mais vraiment proposer un accompagnement tout au long de la vie, puisque même des générations jeunes, au bout d'un moment, peuvent aussi se sentir un petit peu dépassées par les nouvelles technologies. Donc, d'où l'idée d'accompagnement qui est primordiale sur ce sujet d'inclusion numérique. Merci, Andrea, c'est très, très clair. Alors tout à l'heure, tu en as parlé, un petit peu, hein, donc ce sont les personnes en situation, d'handicap. Bon, à l'association du paiement, nous sommes très sensibles, Mmh. sur ces questions-là et nous avons notamment, lancé l'année dernière avec, Carte bancaire, un groupe de travail lié justement à ces sujets, d'accessibilité avec, nos membres et notamment, nos amis les constructeurs et les mainteneurs. Hem, Justement cette population-là, quelles sont les positions concrètes actuelles pour garantir justement leur accessibilité aux services numériques selon toi? Alors déjà, sur le sujet de l'accessibilité, comme tu l'as très justement dit, Sophia, il y a vraiment une prise en compte et une stratégie très concrète, un certain pragmatisme des acteurs du marché sur cette thématique. Et pour cause, comme tu le sais, on a une actualité réglementaire dans ce domaine avec notamment la directive européenne sur l'accessibilité qui doit entrer en vigueur d'ici à 2025. C'est une directive qui n'est pas forcément inhérente au secteur des paiements, c'est une directive très généraliste mais elle intègre le volet services financiers et par conséquent, ça force les acteurs du marché à se positionner sur ce sujet-là. On a pu voir également, si je prends le cas de la France, qu'on a eu, sous l'effet du Comité national des moyens de paiement, une série Oui. de préconisations
préconisations pour justement essayer de renforcer l'accessibilité des moyens de paiement à l'égard de ces populations souffrant de handicap. Et parmi les différents partis pris qu'on a pu voir en France et dans les différents États européens, il y a plusieurs sujets. Il y a déjà la création d'alternatives sur des outils existants. Donc, si je me réfère à quelques illustrations, donc ça passe par exemple par le fait d'utiliser des formats audio pour répondre aux demandes et aux besoins des populations souffrant de malvoyance. Ça passe également par la création d'alternatives à des solutions qui peuvent être entre guillemets dissuasives ou complexes à utiliser pour cette tranche de la population, comme l'authentification forte. Donc, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont entreprises. Et juste sur ce sujet-là, j'aimerais quand même souligner le fait que certains États européens, certains acteurs n'ont pas forcément attendu la directive pour se mettre en ordre de marche sur ce sujet-là. Deux illustrations précises, le Royaume-Uni, où le sujet de l'inclusion numérique est très étroitement lié au volet accessibilité avec de vrais partis pris des associations représentant les populations souffrant de handicap, notamment les associations dédiées aux aveugles, hein, qui ont fait un vrai travail avec l'État britannique pour essayer de renforcer l'accessibilité des moyens de paiement et des services financiers. Et l'autre illustration, c'est le Portugal, où l'acteur monétique CIPS a vraiment fait un vrai travail concret sur le volet accessibilité. Si je peux donner quelques Bien exemples, sûr, ça oui. passe notamment sur les ATM, sur une vraie étude de la façon dont on peut disposer l'écran, le clavier pour assurer que les personnes en fauteuil roulant peuvent bien aisément insérer leur carte et accéder au dispositif. Et ça passe aussi par tout ce qui est système audio, justement, pour pallier au manque et au déficit visuel de certaines personnes handicapées. Donc il y a un vrai travail et une vraie prise de conscience sur ce sujet-là. Et je pense qu'on va voir dans les prochains mois et les prochaines années des initiatives intéressantes sur le volet accessibilité en Europe. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de progrès et Oui, nous, on le voit au travers, de nos membres. Moi, j'ai découvert effectivement que sur les terminaux, il y avait des dispositifs bien précis, oui, en fonction, bien entendu, du handicap et en fonction justement de cette notion d'accessibilité et je trouve que par rapport, il y a quelques années, mais peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une évolution. oui, Mais bon, tout à fait. je te poserai probablement la question, ultérieurement. Alors, puisqu'on aborde la question, de l'inclusion, abordons aussi maintenant la question de l'exclusion numérique. Selon toi, quel impact de l'exclusion numérique, a-t-on sur justement sur l'accès aux services financiers et à l'économie globalement? Bah, je pense que, la problématique de l'exclusion numérique, elle est étroitement liée, au volet économique, hein. Donc, les populations, qui n'ont pas forcément accès, aux services, innovants, aux moyens de paiement digitaux et autres, peuvent se sentir, tout simplement exclus, du monde économique et du monde sociétal. D'où, cet enjeu finalement d'inclusion numérique. N'oublions pas que, les paiements ne constituent qu'une verticale en fait, de l'accès au numérique, puisqu'aujourd'hui dans beaucoup de services et univers de consommation, on est obligé de passer par le digital. C'est le cas notamment dans l'administration, c'est aussi le cas de plus en plus dans l'entertainment. Donc, il y a un véritable enjeu, d'accès, aux services de la société et au maintien de certaines populations dans la vie économique, d'un pays. Absolument, merci, merci Andrea. D'ailleurs, tu avais parlé donc en introduction de cette, chronique justement des personnes, type SDF et cetera. On est Oui, bien dans ce cas-là justement? tout à fait. Oui, Oui. oui. Merci Andrea. Alors, j'espère que cette, partie, en tout cas, turbulence ne t'a pas trop perturbée, Non, puisque non, tu c'était sembles très être, bien. avoir bien répondu à nos questions. Passons maintenant, pour terminer en beauté notre vol, Oui, j'aimerais qu'on aborde toutes les 2 les points justement d'atterrissage oui. avec toi, Andrea. Et donc, je voudrais savoir s'il y a, à ton avis, des progrès justement notables au fil des ans, notamment sur l'engagement des institutions financières européennes pour l'inclusion numérique. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être que tu as des chiffres aussi d'ailleurs à nous partager de l'inclusion numérique en France? Oui, tout à fait. Bah, il y a un chiffre clé à retenir, donc, puisque le concept d'électronisme, hein, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, qui est un concept qui a été créé par Bercy pour appliquer le précepte de l'illettrisme au monde numérique. Aujourd'hui, d'après l'INSEE, ça concerne 17% de la population française. Donc, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Et pour répondre à la première partie de ta question, Sophia, oui, il y a eu des progrès qui ont été faits. Alors, si j'ai une lecture européenne de la situation, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a
a une prise de conscience qui est commune à tous les États européens sur l'importance de l'inclusion numérique dans notre secteur d'activité. La difficulté, comme vous le savez, puisque vous êtes tous spécialistes du paiement, c'est que, comme sur beaucoup de sujets, on a des approches très différentes d'un État à l'autre. Donc, il y a des États où l'inclusion numérique fait l'objet d'une véritable stratégie de place. C'est notamment le cas au Portugal, où on a dans la feuille de route du Forum pour les systèmes de paiement, qui est en quelque sorte l'équivalent du Comité national des moyens de paiement français, un parti pris pour la pédagogie, l'accompagnement des consommateurs. Donc, c'est vrai que ça joue beaucoup sur l'inclusion numérique de certaines tranches de la population. Et après, on a des États qui sont un peu plus dans une logique pragmatique, hein. C'est le cas de la France, où on a des stratégies qui sont mises en place un peu à titre individuel et pas forcément une vraie logique de place sur l'inclusion numérique. Mais on voit que tous les États et tous les acteurs du marché progressent sur ce sujet-là. Si je me focalise sur le cas de la France, on a de vraies stratégies d'inclusion numérique du côté des entités financières. La Fédération bancaire française n'est pas en reste, hein, puisqu'elle agit aussi sur la partie éducation financière, avec notamment son programme Les clés de la banque, un banquier dans ma classe, qui vise justement à renforcer l'éducation financière dès le jeune âge. Donc il y a un vrai parti pris. Et après, pour répondre sur la deuxième partie de ta question, Sophia, est-ce qu'il y a c'est suffisant et est-ce qu'on ne devrait pas aller un petit peu plus loin? Eh bien, si je me réfère à une lecture européenne de la situation, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y aurait peut-être 2 challenges à relever pour aller un petit peu plus loin dans l'inclusion numérique. Le premier, je pense, c'est travailler sur une homogénéisation européenne sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on aurait tous à gagner au sein de l'Europe des paiements d'avoir peut-être un fil conducteur européen pour justement avancer ensemble dans ce sens, d'autant plus qu'on évolue de plus en plus vers des moyens de paiement totalement pan-européens, comme l'instant payment, par exemple, qui est généralisé et qui a vocation à se développer. Et si on a un regard un peu plus prospectif, l'euro numérique, c'est un peu le même projet d'avoir un moyen de paiement totalement pan-européen. Et le deuxième volet, c'est peut-être une prise en compte des pouvoirs publics. Donc ça, c'est déjà le cas dans certains États européens où on voit qu'il y a une vraie stratégie de collaboration entre entités financières et pouvoirs publics. C'est le cas notamment au Royaume-Uni et en Italie, qui sont 2 États qui s'illustrent sur ce volet-là. Après, il y a d'autres États où je pense que les pouvoirs publics pourraient prendre une place un petit peu plus prépondérante avec, par exemple, des campagnes, des prises de position, des stratégies qui permettraient d'inciter les acteurs à aller un petit peu plus loin en matière d'inclusion. Merci beaucoup, Andrea. Tu as quand même donc effectivement rédigé un grand livre blanc avec beaucoup d'acteurs aussi qui ont été sollicités, hein, la plupart des acteurs de l'écosystème des paiements. Et je me posais la question justement, comment, concernant notamment les fintech et puis les entreprises technologiques dans les paiements, hein, ça peut être les offreurs de solutions, comment est-ce que tu perçois leur impact sur l'inclusion numérique? Alors, c'est une très bonne question, Sophia. Je pense que quand on analyse le sujet de l'inclusion numérique, on ne peut pas se focaliser uniquement sur les banques et finalement les acteurs institutionnels. Je pense qu'il y a un point convergent qui ressort du livre blanc que j'ai pu rédiger en 2023 sur cette thématique, c'est l'idée de responsabilité partagée. Dans tous les États européens, quand on interroge les acteurs de l'écosystème sur qui doit porter la responsabilité de l'inclusion numérique, on a à chaque fois le même son de cloche. Il n'y a pas un acteur qui doit porter cette responsabilité, ça doit faire l'objet d'une responsabilité partagée et il faut qu'il y ait une vraie logique collaborative de toutes les parties prenantes du marché dans ce domaine. Pour répondre à ta question sur le rôle que pourraient jouer les acteurs de la fintech sur ce sujet-là, je pense que le rôle, il est résolument protéiforme. Tout d'abord, il y a un rôle en termes d'apport de technologie, puisque ce sont des acteurs qui sont par essence positionnés dans l'innovation financière et par conséquent, ils peuvent être force de proposition. Si on reprend les sujets qu'on a évoqués un petit peu plus tôt, par exemple en termes d'accessibilité, ils peuvent être force de proposition sur des solutions technologiques qui soient en mesure d'être utilisées par les populations souffrant de handicap. Ne l'oublions pas, il y a également un volet entre guillemets conseil, puisque les fintechs sont positionnés sur des solutions innovantes, plutôt au regard des jeunes générations et du renouvellement générationnel. Donc, ces entités-là peuvent être aussi force de proposition, notamment dans les réunions de place sur la stratégie à adopter
travailler pour concilier innovation technologique et inclusion. C'est un sujet sur lequel elles peuvent aussi être pertinentes. Et après, il y a tout le volet technologique et notamment l'idée d'intégrer l'inclusion dans la conception même des solutions. Et là, ça rejoint un petit peu l'autre typologie d'acteurs que tu citais, à savoir les acteurs techniques. C'est l'idée d'inclusion by design où finalement l'écosystème aurait tout à gagner à définir dès la conception des solutions techniques qui soient par essence inclusives plutôt que de définir des alternatives a posteriori. Merci, Andrea. Je me disais que tu nous as quand même fait dresser un tableau, en nous parlant effectivement du Royaume-Uni, du Portugal. Je me pose la question, quels sont, globalement les défis spécifiques que tu observes au sein même, des pays, membres de l'Union, européenne? En matière justement, bien sûr, de questions d'inclusion et puis d'accessibilité. Bah, et très bonne question, Sophia. Donc, si on se projette un petit peu dans l'avenir et si on a un regard un petit peu plus prospectif sur la situation, alors les défis, alors j'en ai un petit peu parlé plus tôt, hein, on a un défi en termes d'homogénéisation parce qu'aujourd'hui, on a une approche très fragmentée de l'inclusion numérique selon les États européens où on se trouve. Je dirais qu'il y a également un défi en matière de collaboration entre les différentes parties prenantes de l'écosystème. C'est vrai que dans tous les États européens, on a des initiatives très pragmatiques, mais je pense que sur le volet collaboration, on peut parfois aller un petit peu plus loin. Et puis, il y a le défi aussi qui est lié à la prise de position des pouvoirs publics dans ce domaine-là. Donc, il faudra aller un petit peu plus loin justement sur, par exemple, la création de campagnes et une vraie incitation de l'État à favoriser l'inclusion numérique dans le paiement. Et j'ajouterais à cela également le fait que dans certains Européens, il est essentiel de travailler aussi sur l'éducation financière. Si je reviens à l'exemple que je citais au début de notre entretien, Sophia, il ne faut pas oublier que pour des pays qui ont vécu des dictatures, il y a quand même un vrai enjeu sur la connaissance, sur l'éducation financière, parce qu'il y a certaines tranches de la population, notamment des personnes âgées, qui ne savent pas lire un relevé de compte, qui ont des difficultés même à utiliser une carte de paiement, alors que pour nous, en France, ça nous semble quand même très pratique et très facile à utiliser. Donc, je pense que pour certains États, il y a aussi un défi lié à l'éducation financière qui est primordial. Je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'en Europe et en France, on est plutôt, bien ancré, hein, sur l'ensemble des moyens de paiement, que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Andrea. Alors toujours dans le volet, quand même, sur, l'espace pan-européen, est-ce que tu penses que ces défis nécessitent des solutions différenciées selon les pays? Alors, je pense que la recette qui permettrait à tout le monde de sortir gagnant de ce défi de l'inclusion numérique, ce serait de trouver un équilibre entre local et pan-européen. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait trop ambitieux de dire qu'effectivement, on peut définir des solutions, des initiatives totalement pan-européennes sur ce sujet-là, parce que comme tu le sais et comme les participants le savent, on est dans un écosystème qui est confronté quand même à des habitudes locales qui restent très ancrées dans les usages des consommateurs. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ces réalités, surtout que dans le sujet de l'inclusion, comme vous avez pu le comprendre tout au long de cet entretien, il y a aussi des considérations historiques, sociétales qu'il faut avoir en tête, puisque chaque pays européen a son histoire et n'a par conséquent, pas les mêmes défis à relever du côté de l'inclusion. Donc, je pense que finalement, la solution, ce serait de trouver un équilibre entre ces considérations locales et un volet totalement pan-européen. Et c'est d'ailleurs ce qu'a commencé à faire la Commission européenne avec la création d'une task force sur la pédagogie financière, avec comme première étape le partage de connaissances et le partage d'expériences entre États sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut estimer que mettre en place une stratégie similaire sur le sujet de l'inclusion numérique pourrait être un premier pas intéressant pour aller un petit peu plus loin dans ce domaine. C'est intéressant, merci Andrea. Et justement, est-ce que tu penses que, tu peux nous partager, les différentes approches en termes de niveau de maturité? Si je te disais les top 3 de ceux qui sont matures sur ces questions-là, tu me dirais? Sur l'inclusion Tout numérique, à je fait. pense que, les pays matures en matière d'inclusion numérique, on peut citer déjà le Luxembourg. Alors le Luxembourg, ceux d'entre vous qui ont lu, le livre blanc que j'ai pu réaliser en 2023, ont pu constater que c'est quand même un pays qui ressort sur, le sujet de l'inclusion numérique parce qu'il y a justement une vraie stratégie du côté des pouvoirs publics avec des campagnes, hein. J'ai mis par exemple des exemples d'affichage qui ont été réalisés sur le sujet de l'inclusion, donc il y a un vrai parti pris. Mais après, il faut recontextualiser aussi que l'avance du Luxembourg, elle est aussi liée au fait que, bah, c'est un pays
qui est quand même très axé sur la finance avec une vraie place financière, hein, finalement, banque privée et autres. Donc c'est ce qui peut expliquer aussi l'engouement de cet État pour les sujets liés à la finance et le sujet spécifique de l'inclusion numérique. Après, il y a un autre État qui est intéressant du point de vue de l'inclusion numérique, c'est l'Italie. Parce qu'en Italie, on a une vraie logique collaborative entre banques et pouvoir public sur ce sujet-là. Donc, il y a des programmes spécifiques qui sont mis en place. Il y a également une vraie force de proposition du côté de l'association bancaire italienne pour essayer d'accompagner les clients non seulement dans l'accès aux moyens de paiement et aux services financiers, mais aussi dans la partie pédagogie financière, le renforcement des connaissances et des compétences en matière de finance. C'est assez intéressant. Et le troisième pays que je pourrais aussi étayer, c'est le Portugal. Je pense que le Portugal est un pays intéressant du point de vue de l'inclusion numérique parce que dans la feuille de route du Forum pour les systèmes de paiement, il y a un vrai parti pris sur le sujet de l'information, de la communication et de la pédagogie. Donc, dans la stratégie 2020-2022, on a pu voir que le pilier numéro un était justement l'information et la pédagogie pour essayer d'accompagner les consommateurs par rapport à cette évolution vers des usages digitaux. Et le nouveau plan stratégique qui a été présenté très récemment, il place en pilier numéro un la sensibilisation pour finalement poursuivre cette stratégie de pédagogie, mais en l'accent un peu plus sur le volet sécurité, notamment face aux nouvelles menaces et aux nouvelles pratiques des fraudeurs. Et donc, c'est ce qui permet aussi de concilier évolution des paiements et confiance, parce que le volet pédagogique joue aussi un rôle dans la confiance que peuvent avoir les consommateurs à l'égard des nouveaux moyens de paiement. Et c'est un élément essentiel et ça a porté ses fruits, puisque par exemple au Portugal, si je peux partager un chiffre clé, je pense que certains d'entre vous connaissent la solution MBWay, qui est un wallet qui a été lancé par Sips en 2015. Alors en 2015, très difficile d'avoir de bons chiffres en termes d'adoption et d'utilisation de MBWay, mais sous l'effet de cette stratégie très axée sur la pédagogie, l'accompagnement des clients et aussi, il faut le dire, de la crise Covid, aujourd'hui, MBWay est utilisé par un Portugais sur deux, 5 millions d'utilisateurs à ce jour. Et d'après ce que Sips a pu me dire dans le cadre du travail sur ce livre blanc, tous les segments de clients sont utilisateurs de MBWay, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des jeunes que des populations un peu plus seniors. Donc on voit que finalement, quand on a une vraie stratégie de place en matière de pédagogie, ça peut porter ses fruits. Oui, oui, tout à fait. On sait à quel point, sur tous les sujets d'ailleurs, hein, y compris sur les nouveaux moyens de paiement, Oui. on sait pertinemment que cette notion de pédagogie et de communication est primordiale. Alors justement, bon, pour clôturer aussi cette dernière étape que tu passes avec nous, Andrea, est-ce que tu penses que tu peux nous partager des exemples concrets de bonnes pratiques que tu as observées dans tous ces pays pan-européens, peut-être dans des pays que tu n'as pas cités encore? On aimerait bien avoir des best practices. Oui, bah, très bonne question, Sophia. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur les exemples que j'ai cités précédemment, Luxembourg, Portugal, Italie. Je pense qu'on peut citer la France, hein. La France est quand même un pays qui a quand même fait des choses intéressantes en matière d'inclusion et qui a une vraie logique proactive dans ce domaine. Je pense que la France, d'ailleurs, est un pays très avancé du côté de l'accessibilité, avec les préconisations du Comité national des moyens de paiement. C'est quand même quelque chose de référent. Et d'ailleurs, j'ai pu partager aussi à l'échelle européenne ce qui a été fait dans l'Hexagone dans ce domaine-là. Ça sert aussi d'exemple à d'autres États pour avancer de façon un peu plus collégiale sur cette thématique. Et on voit que la logique collégiale qui est propre à la France, elle s'illustre aussi, hein, parce que on a pu le voir notamment sur le passage à l'authentification forte, une vraie logique de collaboration entre banques et retailers. Donc, c'est aussi un pays, je pense, qu'il faut souligner. Et après, bah, pour citer des pays que je n'ai pas encore évoqués, Sophia, et ainsi répondre à ta question, je dirais l'Estonie. Alors, Ah, l'Estonie, c'est un pays très intéressant parce qu'ils ont une vraie logique dit-État. Donc, pour eux, l'inclusion numérique, c'est indispensable. Parce que comme ils sont dans une stratégie d'instauration d'un État totalement digitalisé, ils ne peuvent pas omettre l'inclusion numérique. Et ils sont vraiment dans une autre logique par rapport aux pays que j'ai cités précédemment, parce qu'eux, ils ont vraiment intégré les usages digitaux dans leur ADN. Et là, leur stratégie et leur défi en matière d'inclusion numérique, elle est vraiment focalisée sur les 75 ans et plus. ah Donc, oui, c'est un vrai challenge, ah oui, effectivement. effectivement. Mais voilà, c'est un pays qui est quand même intéressant aussi à observer du point de vue des usages digitaux et de l'inclusion, parce que pour eux, sans inclusion, bah, leur projet dit État ne fonctionne pas. Écoute, c'était très intéressant. Alors, bien sûr, on invite donc nos participants à lire et en tout cas
faire une belle lecture de ce livre blanc dont tu nous parles, donc, que tu as rédigé en 2023 et pour lequel d'ailleurs l'association du paiement, et on t'en remercie, nous y avons contribué. Est-ce que nous avons des questions de nos participants? Alors je regarde quand même si... Non, pas de questions, c'est que tu as été relativement claire comme d'habitude, Andrea. Merci Euh, Sophia. et donc, bah, écoute, je te remercie encore d'avoir fait le déplacement, de venir jusqu'à nous pour cette chronique Air Payment, donc ce nouveau format. On espère qu'on aura d'autres sujets à partager avec toi. Merci Et j'en Sophia. suis certaine d'ailleurs, on a beaucoup de choses à partager. Et puis ben voilà, c'est déjà la fin de notre voyage sur Air Payment. Encore merci Andrea pour avoir partagé avec nous tes connaissances, tes réflexions précieuses. Et puis comme tu voyages beaucoup, tu es venu aussi nous apporter un regard, ce regard pan-européen qui est en tout cas nourrissant et enrichissant pour nous. Et puis ça nous a permis aussi de comprendre les enjeux et les défis liés à l'inclusion numérique dans les paiements en France, mais aussi en Europe. On retient quand même l'Estonie, Oui, qui est un bel très exemple. intéressant. Quant à vous, participants, n'oubliez pas de rester connectés pour nos prochains vols où nous continuerons à explorer ensemble les nouvelles frontières du paiement en compagnie d'invités inspirants. Là, nous sommes sur la version 1 des Air Payment. Je vous souhaite une excellente fin de journée et n'oubliez pas, restez branchés, restez informés et surtout, restez inclusifs dans vos transactions. Merci et à bientôt sur Air Payment.